Petite fille à millionnaire. Ne monte pas dans ta Mustang. Ton fiancé a coupé les freins. Il appelle le 911. Avant de plonger dans cette incroyable histoire de survie, de courage et de liens familiaux inattendus, laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous d'où tu nous regardes. Cette histoire touchera ton cœur comme tu ne l'aurais jamais imaginé. Bonne lecture. Le vent d'octobre traversait Seattle comme un couteau, portant la promesse d'un hiver impitoyable. La petite Lily Parker, 6 ans, pressait son petit corps contre le mur froid en briques, sa respiration formant de minuscules nuages dans l'air glacial. 3 mois s'étaient écoulés depuis les funérailles de grand-mère Rose, 3 mois depuis que son monde s'était entièrement effondré. Les assistants sociaux étaient déjà venus 2 fois, leurs voix aimables mais insistantes résonnant dans son esprit. « Lily, tu ne peux pas vivre seule. Nous devons te trouver un endroit sûr. » Mais Lily se souvenait de ce qui était arrivé à Tommy, de l'autre côté du couloir, quand il l'avait emmené. Il n'était jamais revenu rendre visite à Madame Chen comme il l'avait promis. Alors que la nuit tombait sur le riche quartier de Magnolia, les yeux désespérés de Lily trouvèrent un refuge. Le garage du manoir Wilson brillait d'une lumière chaude et accueillante. Contrairement aux autres maisons qu'elle avait croisées, celle-ci avait quelque chose de magique, une chaleur rayonnante à l'intérieur, protégeant les voitures de luxe du climat brutal de Seattle. Ryan Wilson, 42 ans, fondateur de Wilson Tech, polissait méticuleusement sa Mustang Shelby GT5 Sense de 1967, son joyau. Le lendemain marquait une nouvelle étape dans sa vie soigneusement planifiée, finaliser les préparatifs de son mariage avec Rebecca Sinclair, la splendide consultante financière qu'il avait fait chavirer 8 mois plus tôt lors d'un gala caritatif. « Juste toi et moi demain, vieux compagnon », murmura-t-il à la Mustang, ignorant que de petits yeux désespérés l'observaient depuis l'ombre à l'extérieur. Lorsque Ryan quitta enfin les lieux en sécurisant le garage avec précision électronique, Lily s'insinua par une panneau mal fixée qu'elle avait repéré plus tôt. Derrière des caisses d'équipement imposantes, elle créa un petit sanctuaire, invisible, chaud et sûr. Blottie sur un morceau de carton, serrant contre elle la photo usée de sa grand-mère, Lily murmura la prière que grand-mère Rose lui avait apprise. « S'il te plaît, protège-moi jusqu'au matin. » Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de choisir l'endroit où tout allait changer. Mais dans l'obscurité dehors, quelqu'un d'autre observait le manoir Wilson avec des intentions très différentes. Le lendemain matin arriva avec un soleil doré filtrant par les hautes fenêtres du garage. Lily avait à peine dormi, chaque bruit faisant battre son cœur à toute vitesse. Mais alors que la chaleur emplissait son refuge de fortune, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis des mois, la sécurité. La porte électronique du garage s'ouvrit dans un bourdonnement, et Ryan Wilson entra. Son parfum coûteux se mêlait à l'odeur du cuir et de l'huile moteur. Derrière lui glissa Rebecca Sinclair, ses talons de créatrice claquant sur le béton poli. « Chérie, montre-moi cette mystérieuse surprise de mariage que tu caches », murmura Rebecca. Son sourire semblait plus forcé que sincère. Cachée derrière les caisses, Lily regardait le visage de Ryan s'éclairer d'un enthousiasme enfantin. Il conduisit Rebecca vers une voiture recouverte d'un drap blanc immaculé. « Quelque chose d'ancien pour notre grand jour », annonça-t-il en retirant le drap avec un geste théâtral. La Mustang restaurée brillait comme un feu liquide sous les lumières. L'expression de Rebecca changea, ne serait-ce qu'un instant, passant d'un enthousiasme forcé à une évaluation calculatrice. « Elle est précieuse, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en faisant courir ses doigts manucurés le long du capot. « Inestimable pour moi », répondit Ryan sans saisir la nuance. « Mon père et moi avons reconstruit le moteur quand j'avais 12 ans. Après la cérémonie, on ira faire un tour le long de la côte. » Depuis sa cachette, Lily observait le reflet de Rebecca sur le chrome de la voiture. Le sourire de la femme n'atteignait jamais ses yeux, et quelque chose en elle rappelait à Lily la méchante dame de l'épicerie qui surveillait toujours les enfants avec suspicion. Mais Ryan, lui, était différent. La façon dont il parlait à ses voitures, doucement et avec amour, lui rappelait la manière dont grand-mère Rose parlait à ses plantes. « Tu as été patiente, hein, ma belle ?» murmura-t-il à la Mustang, en polissant une surface déjà parfaite. Après leur départ, Lily établit sa routine. Pendant la journée, elle restait parfaitement immobile, pratiquant les jeux de cache-cache que grand-mère Rose lui avait appris lors de leur rare visite au parc. Ce n'était que lorsque la nuit tombait qu'elle s'aventurait dehors, glissant dans la cuisine extérieure du manoir pour chercher des restes, toujours prudente à ne prendre que juste assez pour survivre, jamais assez pour être remarquée. Mais lors de sa 3e nuit, alors qu'elle grignotait du pain rassis, elle entendit la voix de Rebecca à travers la fenêtre de la cuisine, aiguë et en colère, au téléphone.
Le calendrier n'a pas changé, Marcus. Juste après la lune de miel. Lily se figea. Quelque chose dans ce ton lui fit penser au film d'horreur que grand-mère Rose ne lui avait jamais permis de regarder. Au 5e jour passé dans le garage, Lily avait pris assez d'audace pour explorer pendant les heures calmes de l'après-midi, lorsque Ryan travaillait dans son bureau à domicile. Elle découvrit que le système de ventilation du garage transportait les voix de toute la maison, transformant son refuge en une sorte de poste d'écoute involontaire. Cette nuit-là, le sommeil la fuit complètement. À minuit, le bourdonnement discret de la porte du garage la réveilla en sursaut. Rebecca entra seule, croyant être seule, son téléphone pressé contre son oreille. La police d'assurance a été approuvée aujourd'hui, Marcus. 50 millions de dollars. La voix de Rebecca était glaciale, ce qui fit frissonner Lily malgré la chaleur. Nous devons juste suivre le plan après la cérémonie. Lily ne comprenait pas les mots « police » ou « approuvé », mais elle comprenait le danger. Le ton lui rappela la fois où elle avait entendu le propriétaire menacer de les expulser avant que grand-mère Rose ne tombe malade. « Arrête de t'inquiéter pour les détails », poursuivit Rebecca en faisant les 100 pas près de la Mustang. Ryan insiste pour conduire cette voiture ridicule après la réception. C'est parfaitement bien timing. Quand Rebecca partit enfin, Lily resta figée derrière ses caisses, son esprit de 6 ans peinant à assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Le lendemain matin apporta une autre scène troublante. À travers la fenêtre latérale du garage, Lily regarda Rebecca dans le bureau de Ryan tandis qu'il sortait pour prendre un appel professionnel. La femme bougeait avec détermination, photographiant des documents sur son bureau avec son téléphone, ses gestes rapides et furtifs. Quand Ryan revint avec du café pour eux deux, Rebecca était assise innocemment, son sourire radieux bien en place. « Tu es incroyable pour gérer tous ces détails de dernière minute, chérie, » dit Ryan en l'embrassant sur le front. « Tout pour notre avenir ensemble, » répondit Rebecca, ses doigts traînant possessivement sur les papiers qu'elle venait de photographier. Depuis sa cachette, Lily observait cette scène avec une inquiétude grandissante. Grand-mère Rose lui avait toujours dit de faire confiance à ses sentiments envers les gens. « Ton cœur sait des choses que ta tête n'a pas encore comprises, petit oiseau, » disait-elle. Et en ce moment, le cœur de Lily criait des avertissements à propos de la femme que Ryan allait épouser ce soir-là. Alors que Lily recueillait précautionneusement de l'eau de pluie dans un petit récipient qu'elle avait trouvé, elle surprit Rebecca en train de passer un autre coup de fil tard dans la nuit. 3 jours, Marcus. 3 jours encore et tout change. La certitude dans la voix de Rebecca fit glacer le sang de Lily. Quoi qu'il allait arriver dans 3 jours, le jour du mariage de Ryan, elle savait que ce serait terrible. Mais qui croirait une petite fille sans abri de 6 ans cachée dans le garage d'un inconnu? 3 jours avant le mariage, Lily mangeait prudemment des crackers trouvés dans la cuisine extérieure lorsque la porte du garage s'ouvrit silencieusement à 2 heures du matin. Son cœur battait la chamade lorsque Rebecca entra accompagnée d'un homme grand et mince, vêtu de noir. « Marcus » murmura Rebecca, sa voix pleine d'une satisfaction mortelle. Tout s'emboîte parfaitement. Lily se pressa plus profondément dans l'ombre, n'osant presque pas respirer alors que les inconnus s'approchaient de la Mustang chérie de Ryan. Ryan insiste pour conduire cette fichue voiture après la réception, expliqua Rebecca en caressant le capot d'un air faussement affectueux. Il veut faire une promenade romantique le long de la Pacific Highway, au virage près de Sunset Point. Tu connais, celui qui surplombe la falaise? Marcus acquiesça d'un air sombre. Virage serré, chute abrupte. Mais si quelqu'un se doutait de quelque chose. Le rire de Rebecca était froid comme la pluie d'hiver. Une police d'assurance vit de 50 millions de dollars couvrant les accidents. Une voiture ancienne avec une défaillance mécanique. Un accident tragique, tout juste humide. Les médias vont se régaler. Les petites mains de Lily se serrèrent en poing. Même à 6 ans, elle comprenait la mort. Elle avait vu grand-mère Rose s'affaiblir de plus en plus jusqu'à ce que la machine cesse de biper. Mais ceci était différent. C'était un meurtre. Les durites de frein, expliqua Marcus en continuant à sortir des outils d'un sac noir. On les a coupés partiellement, pas complètement. Elles tiendront pour une conduite normale en ville, mais dès qu'il appuiera fort sur les freins dans ce virage en pente, boum. Rebecca termina avec satisfaction. J'ai testé le trajet hier. Ryan prévoit de faire un dernier essai demain avant la répétition du mariage. Ce virage ne pardonne pas les erreurs. L'horreur emplit la poitrine de Lily alors qu'elle regardait Marcus s'accroupir près de la roue avant de la Mustang. Ces gens allaient faire du mal à Ryan.
Ryan, gentil Ryan, qui parlait tendrement à ses voitures et apportait du café à Rebecca chaque matin. Une petite clé tomba de la main de Marcus, résonnant sur le béton. Les deux complices se figèrent. Qu'est-ce que c'était? Souffla Marcus. Rebecca écouta attentivement puis haussa les épaules. Probablement un des chats du jardinier. Ils s'introduisent partout. Tandis que Marcus reprenait son travail meurtrier, coupant les durites de frein avec une précision chirurgicale, Lily se mordit la lèvre pour ne pas crier. Elle pensa à la voix de grand-mère Rose. Parfois, petit oiseau, faire ce qui est juste signifie être plus courageux que jamais. Mais comment une si petite personne pouvait-elle arrêter quelque chose d'aussi terrible? Quand ils partirent enfin, Lily s'avança vers la Mustang sur des jambes tremblantes. Même dans la lumière faible, elle pouvait voir les dégâts, du liquide s'accumulait sous la voiture comme des larmes sombres. Demain, Ryan ferait son dernier essai. Incapable de fuir sans être vue, Lily resta figée dans sa cachette pendant que Rebecca et Marcus détruisaient méthodiquement la précieuse Mustang de Ryan. La précision de leur travail la terrifiait. Ce n'était pas un acte de vandalisme aléatoire, mais un meurtre calculé. « Passe-moi la pince coupante plus petite », murmura Rebecca, montrant une étonnante connaissance mécanique en désignant des durites spécifiques. Il faut affaiblir juste assez cette section pour que, quand il appuiera fort sur les freins en descendant la pente. Marcus travaillait avec l'habileté de quelqu'un qui l'avait déjà fait. Le liquide va s'écouler lentement au début, puis tomber complètement en panne sous la pression. Ça fera comme si c'était un vieil équipement défaillant. Lily regardait, horrifiée mais fascinée, tandis qu'il vidangeait le liquide de frein dans des récipients puis nettoyait soigneusement toute trace de leur passage. Ce n'étaient pas des amateurs. Ils bougeaient comme des fantômes, ne laissant aucune preuve, sauf le piège mortel invisible qu'ils avaient créé. J'ai testé le trajet hier, continua Rebecca, la voix pleine d'anticipation. Ryan a dit qu'il voulait monter au Mont Rainier demain matin, puis descendre la Pacific Highway avant d'aller chercher son témoin à l'aéroport. Ce tronçon après Sunset Point a coûté 3 voitures dans la dernière décennie. Et le mariage? Demanda Marcus en scellant les contenants de liquide de frein. Le sourire de Rebecca était prédateur. Je serai la veuve dévastée avant même d'être officiellement mariée. La sympathie sera immense. Les médias locaux adorent les histoires tragiques. Homme d'affaires Prosper meurt dans un accident de voiture ancienne la veille de son mariage. Quand ils eurent terminé, la Mustang avait exactement la même apparence à l'extérieur. Seule une inspection en dessous révélerait le sabotage minutieux. Beau travail, dit Rebecca en caressant tendrement le capot une dernière fois. Ryan a toujours dit que cette voiture était sa fierté et sa joie. Comme c'est poétique que ce soit son cercueil. Après leur départ, Lily s'approcha à nouveau de la Mustang sur des jambes tremblantes. En dessous, elle vit où le liquide avait coulé. Pas beaucoup, mais assez. Elle se souvint avoir regardé des mécaniciens travailler sur des voitures près de leur ancien appartement. Elle se rappela grand-mère Rose expliquant comment les freins empêchent les voitures de s'écraser. L'odeur de liquide de frein lui remplit les narines, âcre et chimique. Elle toucha la flaque du doigt puis l'essuya immédiatement sur ses vêtements déjà sales, craignant que ce soit dangereux. En regardant la magnifique voiture rouge, Lily murmura. « Je suis désolé qu'il t'ait fait du mal. » Mais demain matin, Ryan monterait dans ce piège mortel sans se douter que sa fiancée venait de signer son arrêt de mort et que Lily était la seule personne au monde à connaître la vérité. L'aube se leva sur Seattle avec une beauté cruelle, peignant le ciel en nuances d'or et de rose. Lily n'avait pas dormi du tout, son esprit tourbillonnant d'impossibles choix. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage doux de Ryan et entendait la voix de grand-mère Rose. Faire ce qui est juste, ce n'est rarement faire ce qui est facile, petit oiseau. Mais qu'était ce que faire ce qui était juste pour une petite fille de 6 ans sans abri, qui se cachait illégalement dans le garage d'un inconnu? À travers les fenêtres, elle regardait Ryan et Rebecca prendre leur petit déjeuner sur la terrasse. Rebecca jouait parfaitement son rôle, la fiancée aimante lui donnant des fraises, riant à ses blagues, ajustant sa cravate avec une tendre attention. La mise en scène était impeccable, et cela retournait l'estomac de Lily. « J'ai hâte de commencer notre vie ensemble », disait Rebecca, sa voix claire dans l'air du matin. « Après ta petite virée en voiture aujourd'hui, nous serons inséparables », ajouta Ryan en regardant sa montre. « Juste un petit essai pour s'assurer que tout est parfait. Ensuite, je vais chercher David à l'aéroport. Il meurt d'envie de voir la Mustang depuis que je lui ai parlé de la restauration. » Le cœur de Lily battait la chamade. Ryan prévoyait d'essayer la voiture dans exactement 1 heure.
David, son meilleur ami, attendrait à l'aéroport, mais Ryan n'arriverait jamais. Au lieu de cela, il giserait brisé au pied de la falaise de Sunset Point, tandis que Rebecca jouerait la veuve éplorée. Le poids de cette connaissance écrasait ses petites épaules comme une montagne. Elle pensa aux assistants sociaux, à être emmenée loin par des étrangers, à la maison de groupe que Tommy avait décrite en mots murmurés et effrayés. Tout dans son monde de 6 ans criait « Cours et cache-toi ». Mais ensuite, elle se souvint de la voix douce de Ryan parlant à ses voitures. De la manière dont il lui avait inconsciemment offert chaleur et refuge quand elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Il ne l'avait jamais rencontrée. Mais sa gentillesse lui avait sauvé la vie. Pourrait-elle vraiment le laisser mourir pour se protéger elle-même? À travers la fenêtre du garage, elle regarda Ryan embrasser Rebecca en signe d'adieu et commencer à marcher vers le garage, les clés tintant dans sa main. Son visage rayonnait d'anticipation. Il aimait sincèrement cette voiture, aimait sa fiancée, aimait sa vie soigneusement planifiée, une vie qui se terminerait dans 15 minutes si Lily restait cachée. Avec un courage qui aurait rendu grand-mère Rose fière, Lily fit son choix. Elle ne pouvait pas se sauver elle-même en laissant Ryan mourir. Certaines choses comptaient plus que la sécurité. Prenant une profonde inspiration, goûtant l'odeur d'huile moteur et de l'air du matin, elle sortit de derrière les caisses d'équipement pour la première fois en plus d'une semaine. Ryan Wilson dit au revoir à Rebecca d'un tendre baiser et marcha vers le garage, faisant tourner ses clés autour de son doigt comme un homme insouciant. Le soleil matinal attrapait le métal, créant de petits arcs-en-ciel dansant sur l'allée immaculée. Rassemblant tout le courage que son petit corps pouvait contenir, Lily jaillit du jardin latéral et courut à travers la pelouse soignée, ses pieds nus glissant sur l'herbe trempée de rosée. « Monsieur, monsieur, ne montez pas dans votre voiture » cria-t-elle, sa voix fine perçant l'air paisible du matin comme une sirène. La jolie dame l'avait cassée la nuit dernière. Ryan s'arrêta net, complètement stupéfait par l'apparition qui fonçait vers lui, une petite fille aux cheveux en bataille, vêtue de vêtements usés. Ses yeux étaient grands, remplis d'une urgence désespérée. Sur la terrasse, la tasse de café de Rebecca glissa de ses doigts, se brisant sur le marbre blanc avec un bruit semblable à celui d'os cassés. Le liquide sombre se répandit sur la pierre comme du sang versé. « Ne conduis pas la voiture rouge. Ils veulent te faire du mal. » Lily s'arrêta juste hors de portée, pointant directement Rebecca qui descendait précipitamment les marches de la terrasse, l'alarme peinte sur son visage. « Chérie, c'est qui cet enfant ?» La voix de Rebecca portait une inquiétude parfaite, mais ses yeux brûlaient d'une colère à peine contenue. « Il faut appeler la sécurité immédiatement. Elle a clairement vécu dans la rue. » Les instincts d'homme d'affaires de Ryan, aiguisés par des années d'observation des gens en situation, s'activèrent à plein régime. La terreur de l'enfant était authentique. Aucun enfant de 6 ans ne pouvait feindre un tel niveau de peur. Mais plus inquiétante encore fut la réaction de Rebecca. Un éclair de panique avant que le masque d'inquiétude ne prenne place. « Ils ont coupé les durites sous ta jolie voiture » continua Lily, la voix tremblante mais déterminée. L'homme en vêtements sombres et la dame aux ongles pointus. « Ils ont dit que tu allais t'écraser dans le virage dangereux. » « C'est ridicule, » répliqua Rebecca, sa contenance vacillant légèrement. « Ryan, elle est clairement instable mentalement. Il faut appeler les autorités et la faire évacuer. » Mais Ryan étudia le visage de Lily, voyant quelque chose qui fit glacer son sang. Ce n'étaient pas des divagations d'une enfant perturbée. C'était un témoignage livré avec la précision de quelqu'un qui avait été témoin d'un événement horrible. « Quel est ton nom, ma chérie ?» demanda-t-il doucement, ignorant les protestations de plus en plus frénétiques de Rebecca. « Lily Parker » murmura-t-elle. « Et je vis dans ton garage parce qu'il est chaud et sûr. Mais ta voiture n'est plus sûre. S'il te plaît, ne la conduis pas. » Ryan sortit son téléphone d'une main ferme. « J'appelle le 911, » annonça-t-il, la voix calme mais d'une gravité mortelle. « Je veux la police et un mécanicien ici immédiatement. » Le visage de Rebecca devint blanc comme la neige d'hiver. « Ils ont cassé ta voiture rouge pour te faire avoir un accident » insista Lily, gardant ses distances tout en pointant Rebecca du doigt, qui s'approchait avec un sourire qui ne touchait jamais ses yeux. « Ma chérie, quelqu'un doit clairement appeler les services de protection de l'enfance, » dit Rebecca d'une voix mielleuse. Cette pauvre petite a manifestement vécu dans la rue. Elle hallucine sûrement à cause de la faim et de l'exposition. Ryan remarqua comment Rebecca se plaça entre lui et le garage, bloquant son chemin vers la Mustang. Son langage corporel en disait long, protectrice, défensive, presque territoriale. « Ryan,
on ne peut pas croire une enfant sans abri qui a pénétré illégalement sur notre propriété, continua Rebecca, son ton devenant plus urgent. Elle pourrait être malade mentale ou inventer des histoires pour attirer l'attention. Mais Lily tint bon, tremblante mais déterminée. Je les ai vus avec les outils. L'homme effrayant s'appelle Marcus, et la jolie dame qui fait semblant de t'aimer. Ils ont dit 50 millions de dollars à ta mort. La précision de ce chiffre frappa Ryan comme un coup physique. Les informations sur sa police d'assurance vie, que seule Rebecca et son avocat connaissaient. Ses instincts, qui lui avaient permis de bâtir un empire technologique à partir de rien, hurlaient au danger. J'appelle le 911, répéta-t-il, son pouce composant déjà le numéro. On va laisser les professionnels gérer ça. Ryan, s'il te plaît. Le masque de Rebecca glissa encore, révélant quelque chose de désespéré dessous. Tu vas vraiment faire confiance à une enfant vagabonde plutôt qu'à ta propre fiancée après tout ce qu'on a construit ensemble? S'il n'y a rien qui cloche avec la voiture, alors ça ne fait pas de mal de la faire vérifier. Ryan répondit avec la logique d'un homme d'affaires, le téléphone déjà en communication. Rebecca passa par une palette d'émotions, panique, colère, calcul. Tu nous ridiculises tous les deux. Que vont penser les gens quand ils sauront que tu as appelé la police parce qu'une enfant sans abri t'a raconté des histoires de fantômes? Mais Ryan parlait déjà au répartiteur. J'ai besoin de la police et d'un mécanicien certifié au 1247 Magnolia Drive immédiatement. J'ai des raisons de croire que mon véhicule a été saboté. La couleur disparut du visage de Rebecca comme de l'eau dans un évier. À cet instant, Lily vit quelque chose qui la terrifiait plus que la faim ou le froid. Le regard d'un prédateur acculé, réalisant que la chasse avait mal tourné. Tu vas regretter ça, Ryan, murmura Rebecca si doucement que seule Lily entendit ces mots. Vous deux. Alors que les sirènes hurlaient au loin, se rapprochant à chaque seconde, Lily se blottit plus près de la présence protectrice de Ryan, sentant que le véritable danger ne faisait que commencer. En attendant l'arrivée des secours, l'adrénaline de Lily commença enfin à retomber, la laissant trembler comme une feuille dans une tempête d'automne. L'ampleur de ce qu'elle venait de faire se révélait après presque 2 semaines de cachette, la submergea par vagues. J'avais si froid dehors, murmura-t-elle à Ryan, s'attendant à une punition. Ton garage était chaud et sûr. Je n'ai pas pris beaucoup de nourriture, je te le promets. Au lieu de la colère, l'expression de Ryan s'adoucit d'une chose que Lily avait rarement vue, une compassion sincère. Maria, appela-t-il sa gouvernante. Apporte du chocolat chaud et une couverture. Rebecca regardait cet échange avec une colère à peine dissimulée. Ryan, tu encourages une criminelle. Elle nous vole, pénètre illégalement sur notre propriété privée. Nous devrions porter plainte. Elle a 6 ans. Ryan répondit fermement, ses instincts protecteurs pleinement engagés. La police arriva en quelques minutes, suivie de Tom Bradley, un mécanicien certifié que Ryan avait spécialement demandé. La détective Sarah Peterson, une femme aux yeux perçants d'une 40aine d'années, prit immédiatement le contrôle de la scène. Commençons par l'inspection du véhicule, annonça-t-elle en dirigeant le mécanicien vers la Mustang. Rebecca tenta une dernière manœuvre désespérée. Détective, cet enfant est clairement perturbé. Elle vit illégalement sur notre propriété, probablement en volant de la nourriture, et... Mahem, je vais devoir parler individuellement à chacun, interrompit la détective Peterson. Mais d'abord, voyons ce que M. Bradley trouve. L'examen du mécanicien prit moins de 10 minutes. Lorsqu'il sortit de sous la Mustang, son visage était grave. Les durites de frein ont été délibérément sectionnées, annonça-t-il. Un travail professionnel, conçu pour lâcher sous forte pression de freinage. Cette voiture aurait été un piège mortel. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ce n'est pas tout, ajouta la détective Peterson en consultant sa tablette. Monsieur Wilson, vos caméras de sécurité extérieure ont été désactivées hier soir, mais celles du garage sont restées opérationnelles. Nous devons visionner immédiatement ces images. Le visage de Rebecca passa du pâle au livide. C'est ridicule. Vous allez croire une enfant sans abri et tirer des conclusions outrageantes? Mais Ryan n'écoutait plus ses protestations. Il regardait la femme qu'il avait prévu d'épouser, voyant une étrangère à la place de sa fiancée. Détective Peterson, dit-il doucement. Je pense que vous allez trouver ces images très intéressantes. Rebecca fit un pas en arrière involontaire, sa parfaite contenance se fissurant complètement.
Les images de sécurité du garage passèrent sur la tablette de la détective avec une clarté dévastatrice. Rebecca et Marcus se déplaçaient dans les images comme des acteurs d'un film noir, leur sabotage capturé en haute définition. C'est impossible, balbutia Rebecca, mais sa voix manquait de conviction. Ces caméras étaient censées. Elle s'interrompit, trop tard. Censé quoi, mademoiselle Sinclair, demanda la détective Peterson, stylo suspendu au-dessus de son carnet. Consciente de son erreur, Rebecca tenta une fuite désespérée vers la porte. 2 policiers l'interceptèrent avant qu'elle n'atteigne l'allée, ses talons de marque glissant sur le béton poli alors qu'elle se débattait contre leur prise. Vous ne comprenez pas, hurla-t-elle, sa contenance complètement brisée. Je méritais tout ce qu'il avait. Savez-vous ce que j'ai dû endurer pour m'approcher de lui à ce point? Ryan resta figé, regardant la femme qu'il avait prévu d'épouser se transformer en quelqu'un d'entièrement méconnaissable. La douce fiancée qui lui apportait le café le matin avait disparu, remplacée par quelque chose de froid et de calculateur. Madame Sinclair, continua la détective. Ou devrais-je dire mademoiselle Reed? Les luttes de Rebecca cessèrent instantanément. Comment vous appelez-vous? Vanessa Reed, expliqua la détective à Ryan, complètement abasourdie. Recherchée pour interrogatoire dans le cadre du décès suspect de l'homme d'affaires de Portland, James Morrison, il y a 3 ans. Votre fiancé a un passé très intéressant. Les révélations s'enchaînèrent comme des coups de marteau. James Morrison est mort dans un accident de voiture opportun, seulement 6 mois après avoir épousé Madame Reed. Elle a encaissé 2 millions d'assurance vie avant de disparaître. Lily se pressa contre Ryan, submergée par le drame adulte qui se déroulait autour d'elle. Elle avait sauvé la vie de Ryan, mais la femme qui avait tenté de le tuer la regardait droit dans les yeux avec une haine pure. Sale gamine, grogna Rebecca, son masque totalement tombé. Tu n'as aucune idée de ce que tu m'as coûté. Des années de planification, des mois à jouer la petite amie parfaite, tout gâché par une pauvre sans-abri. La détective Peterson s'interposa entre elles, protectrice. Mademoiselle Reed, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, fraude et complot. Nous allons également rouvrir l'affaire Morrison. Alors que les officiers emmenaient Rebecca, elle se retourna vers Ryan une dernière fois. Tu n'as jamais été assez bien pour moi de toute façon, cracha-t-elle. Juste un autre riche solitaire désespéré d'être aimé. Le garage tomba dans un silence lourd, à part le bruit lointain des voitures de police s'éloignant. Ryan s'effondra sur un tabouret proche, le poids de la trahison et de la mort imminente pesant sur lui comme une couverture lourde. Lily s'approcha prudemment, sa petite main touchant son bras. Je suis désolé que la jolie dame ait été méchante avec toi, chuchota-t-elle. Ryan baissa les yeux vers la petite fille courageuse qui lui avait sauvé la vie et, pour la première fois depuis des heures, il esquissa un sourire sincère. Dans les jours qui suivirent l'arrestation de Rebecca, l'histoire explosa dans tous les médias de Seattle. Le milliardaire de la tech sauvé par une enfant sans abri fit la une des journaux. Mais Ryan annula toutes les interviews et apparitions publiques. Sa priorité n'était pas de gérer les relations publiques, mais d'assurer la sécurité et le bien-être de Lily. Le manoir, autrefois stérile et conçu pour impressionner les associés d'affaires, commença à se transformer. Là où le mobilier minimaliste créait des espaces froids et parfaits, Ryan ajouta de la chaleur, des couvertures douces, des livres aux images colorées, et une petite table où Lily pouvait manger sans se sentir perdue dans l'immensité. Je n'ai jamais mangé de crêpes qui ne viennent pas d'une boîte, avoua Lily lors de son 3e matin, le sirop coulant sur son menton alors qu'elle attaquait la pile préparée par Maria. Ryan la regardait manger avec fascination. Sa vie soigneusement contrôlée avait fonctionné comme une horloge pendant des années, réunions de conseil, marge bénéficiaire, planification stratégique. Maintenant, il découvrait le chaos de l'enfance. Des questions qui commençaient avant qu'il n'ait fini son café, des petites mains qui laissaient des empreintes sur toutes les surfaces en verre, et le bruit constant de quelqu'un qui voyait le monde avec émerveillement plutôt qu'avec calcul. L'enquête révéla les circonstances tragiques de Lily. Orpheline depuis la mort de sa grand-mère Rose 3 mois plus tôt, elle avait fui les services sociaux par peur. Sa grand-mère avait brièvement perdu la garde il y a des années à cause d'une erreur administrative, laissant Lily, âgée de 6 ans, terrorisée à l'idée d'être séparée de la seule famille qu'elle ait jamais connue. L'État a localisé un cousin éloigné en Floride, expliqua l'assistante sociale Hélène Martinez lors d'une réunion dans le bureau de Ryan. Marcus Parker avait manifesté son intérêt pour la garde. Les instincts protecteurs de Ryan s'activèrent immédiatement. Ce homme a-t-il été vérifié? A-t-il de l'expérience avec les enfants?
Il a passé les vérifications initiales, répondit Martinez avec prudence. Mais nous préférons toujours un placement familial quand c'est possible. Ce soir-là, Ryan trouva Lily dans la chambre d'amis, pliant soigneusement ses quelques affaires dans le même sac en plastique qu'elle avait utilisé pour se cacher dans son garage. « Tu n'as pas besoin de faire tes valises maintenant, » dit-il doucement en s'asseyant au bord du lit. L'assistante sociale avait précisé que plusieurs semaines pourraient s'écouler avant qu'une décision ne soit prise. Lily leva les yeux, beaucoup trop vieux pour son visage d'enfant de 6 ans. « Ce n'est pas grave, monsieur Ryan. Je savais déjà que je ne pourrais pas rester. Personne ne me garde longtemps. » La résignation dans sa voix brisa quelque chose dans la poitrine de Ryan. Cette petite fille courageuse qui avait tout risqué pour sauver la vie d'un inconnu avait appris à attendre l'abandon aussi naturellement que l'on respire. « Lily, dit-il avec précaution. Et si une autre option existait? Et si je postulais pour devenir ton tuteur? » Ses yeux s'agrandirent, emplis d'espoir et d'incrédulité. « Tu voudrais me garder, même si je me suis caché dans ton garage et que j'ai mangé ta nourriture? Surtout parce que tu as été assez courageuse pour me sauver la vie, répondit Ryan, surpris par la certitude dans sa propre voix. Si tu veux rester ici, moi aussi. Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Lily sourit. Vraiment? Ryan réalisa que sa vie soigneusement planifiée venait de prendre le détour le plus important de ses 42 ans. 2 semaines après l'arrestation de Rebecca, l'ampleur complète de sa tromperie commença à se dénouer comme une tapisserie soigneusement tissée, fil après fil. Un jeudi gris matin, la détective Peterson visita le manoir. Son expression était grave alors qu'elle étalait des dossiers sur la table à manger de Ryan. « Ce que nous avons découvert à propos de Vanessa Reed est inquiétant, » commença-t-elle en ouvrant un dossier épais. L'affaire de Portland n'était que le début. Nous avons identifié un schéma s'étendant sur près de 8 ans. Ryan étudiait les photographies et les documents tandis que Lily coloriait à proximité. Sa présence était un rappel constant à quel point il avait frôlé de devenir une statistique de plus. Les preuves dessinaient un tableau glaçant de prédation calculée. 3 relations avec des hommes fortunés, poursuivit Peterson. James Morrison à Portland est mort dans un accident de voiture 6 mois après leur mariage. David Chen à San Francisco est tombé de son yacht lors d'une croisière en apparence romantique. Thomas Brennan à Denver a à peine échappé au danger quand sa sœur est devenue suspicieuse et a engagé un détective privé. Chaque cas suivait un schéma identique. Vanessa rencontrait ses cibles lors d'événements caritatifs ou de soirées huppées. Se présentait comme une professionnelle accomplie. Entamait une relation passionnée. Et poussait à un engagement rapide. Les décès, quand ils survenaient, semblaient toujours accidentels et arrivaient après la souscription de polices d'assurance vie importantes. Le plus effrayant, ajouta Peterson. C'est la rigueur avec laquelle elle avait étudié chaque cible. Elle connaissait leur histoire professionnelle, leur situation familiale, leur vulnérabilité. Ce n'était pas aléatoire. Ces hommes étaient soigneusement sélectionnés. Ryan ressentit un frisson en se rappelant à quel point Rebecca semblait parfaitement comprendre ses intérêts, sa solitude, son désir de famille. Chaque conversation, chaque moment partagé, chaque détail intime avait été une manipulation calculée. L'attention des médias s'intensifiait à mesure que l'enquête s'élargissait. Des camionnettes de presse s'alignaient sur Magnolia Drive. Des journalistes criaient des questions dès que Ryan sortait de la maison. Les réseaux sociaux bruissaient de spéculations sur la veuve noire du Nord-Ouest Pacifique. Ryan embaucha des agents de sécurité et fit publier des communiqués par son avocat, mais le cirque continuait. Plus troublant que la pression publique était la honte intime qui rongeait la confiance de Ryan. Comment quelqu'un d'aussi réussi en affaires, quelqu'un qui avait bâti un empire technologique en lisant les gens et les situations, avait-il pu être aussi complètement dupé? Je suis fier de comprendre la nature humaine, confia-t-il à son ami de longue date et avocat David Patterson lors d'une conversation tardive dans son bureau. J'ai négocié des contrats de plusieurs millions, repéré de l'espionnage industriel, identifié des concurrents malhonnêtes. Comment ai-je pu manquer quelque chose d'aussi évident? David, qui venait d'arriver de New York après avoir appris la nouvelle, se versa un autre whisky. Parce qu'elle était une professionnelle, Ryan, c'était sa carrière. Toi, tu cherchais l'amour, pas à analyser un adversaire commercial. L'impact psychologique dépassa la simple blessure de l'ego. Ryan se mit à remettre en question chaque interaction, chaque décision, chaque instinct qui lui avait semblé fiable jusque-là. Le sommeil lui devint insaisissable, son esprit rejouant sans cesse les moments avec Rebecca, cherchant des signes manqués, des avertissements ignorés.
Pendant ce temps, Lily s'adaptait à la vie au manoir avec la résilience de l'enfance. Mais ses propres traumatismes se manifestaient de manière inattendue. Elle cachait de la nourriture dans sa chambre, vérifiait plusieurs fois les serrures avant de dormir, et se réveillait parfois en hurlant à cause de cauchemars où la jolie dame revenait. Elle était tellement en colère quand ils l'ont emmenée, murmura Lily lors d'un de ces épisodes nocturnes, s'accrochant à Ryan alors qu'il la consolait. Et si elle sortait de prison et essayait de nous faire du mal? Ces peurs n'étaient pas totalement infondées. L'avocat de Rebecca avait demandé une caution, arguant que sa cliente ne présentait aucun risque de fuite. L'audience était prévue la semaine suivante, et la possibilité de sa libération temporaire, aussi mince soit-elle, ajoutait une couche d'angoisse à une situation déjà stressante. La question de la garde devint également plus complexe. Marcus Parker, le cousin de Floride, avait commencé à appeler régulièrement, manifestant un intérêt accru pour obtenir la garde de Lily. Lors de leurs appels vidéo, il semblait assez aimable, un ouvrier du bâtiment d'âge moyen sans enfant. Mais quelque chose dans son enthousiasme soudain semblait opportuniste à Ryan. La publicité a été considérable, observa l'assistante sociale Hélène Martinez lors d'une autre réunion. Beaucoup de monde s'intéresse soudainement au bien-être de Lily. L'implication était claire, une partie de cet intérêt pourrait être motivée par des contrats de livres, des droits cinématographiques ou simplement la recherche de célébrités, plutôt que par une réelle préoccupation pour une enfant traumatisée. Un soir, alors que Ryan couchait Lily, elle leva les yeux vers lui avec ses yeux sages et inquiets. « Monsieur Ryan, si la méchante dame sort de prison, voudrez-vous toujours me garder, même si c'est dangereux ?» La question lui transperça le cœur. Était-il égoïste de vouloir adopter Lily? Serait-elle plus en sécurité chez des parents éloignés de Seattle, loin de l'attention médiatique et de l'ombre persistante des menaces de Rebecca? Mais en regardant cette petite fille courageuse qui avait tout risqué pour sauver sa vie, Ryan sut sa réponse avec une certitude absolue. « Lily, rien au monde ne pourrait me faire cesser de te vouloir, toi et ta famille. Nous affronterons ce qui viendra, ensemble. » Dehors, la pluie s'abattait contre les fenêtres comme des petits points. Et au loin, des sirènes hurlaient dans la nuit de Seattle. Un mois après l'arrestation de Rebecca, Marcus Hoffman fut libéré sous caution à cause d'une erreur de procédure dans son mandat d'arrêt. Son avocat avait réussi à faire annuler les preuves obtenues lors de la perquisition initiale, créant ainsi un doute raisonnable suffisant pour obtenir sa liberté provisoire en attendant le procès. La nouvelle frappa Ryan comme un coup physique lorsque la détective Peterson appela à 6 heures du matin, un mardi orageux. « Nous avons assigné des unités de patrouille supplémentaires dans votre quartier, le rassura-t-elle. Mais Hoffman est légalement tenu de rester à distance de vous et de Lily. Il porte un bracelet électronique et ne peut quitter le comté de King sans autorisation. » Ryan savait que les obligations légales signifiaient peu pour des criminels désespérés. Marcus avait vu tout son avenir s'effondrer à cause du témoignage de Lily. Les personnes désespérées font des choses désespérées, une leçon que Ryan avait trop bien apprise. Le système de sécurité du manoir fut immédiatement renforcé, capteurs de mouvement, serrures renforcées, boutons d'alerte dans chaque pièce, surveillance 24 heures sur 24. Ryan engagea des agents privés qui se relayaient pour assurer une protection constante, mais Marcus se montra plus rusé que prévu. La tempête ce mardi soir était particulièrement violente, avec des vents assez forts pour faire tomber des lignes électriques à travers Seattle. Les générateurs de secours du manoir s'activèrent automatiquement, mais la coupure électrique désactiva temporairement plusieurs caméras de sécurité extérieure, une fenêtre d'opportunité que Marcus attendait apparemment. Ryan et Lily furent réveillés à 2 heures du matin par le doux carillon de leur système de sécurité, alerte d'intrusion. Le téléphone de Ryan affichait une alarme silencieuse indiquant un mouvement au niveau inférieur, mais les caméras affectées ne montraient que de la neige. « Reste près de moi », murmura Ryan à Lily, déjà tremblante à ses côtés. Ils avaient répété ce scénario plusieurs fois, mais affronter un danger réel était complètement différent. Se déplaçant prudemment dans le couloir sombre, Ryan les guida vers la pièce sécurisée qu'il avait fait installer. Un espace renforcé avec des systèmes de communication indépendants et des provisions pour tenir plusieurs jours si nécessaire. Mais en arrivant à l'escalier, ils entendirent le son incontestable de quelqu'un se déplaçant dans la maison en dessous. La voix de Marcus résonna depuis le rez-de-chaussée, déformée par la rage et le désespoir. « Je sais que vous êtes là, petite peste. Toi et ton riche copain, vous avez tout détruit. » La formation à la sécurité de Ryan prit le dessus. Le bouton d'alerte dans sa poche ferait venir la police immédiatement, mais en pleine tempête, le temps de réponse pouvait être de 15 minutes ou plus. La pièce sécurisée était leur meilleure option.
Mais y accéder nécessitait de traverser une zone exposée où Marcus pourrait les voir. « Je n'ai plus rien à perdre maintenant », cria Marcus, sa voix se rapprochant. Rebecca est enfermée. Ma vie est ruinée, et tout ça à cause d'une gamine sans abri qui ne sait pas s'occuper de ses affaires. Lily se pressa contre le côté de Ryan, son petit corps tremblant de terreur. Mais lorsqu'elle parla, sa voix était étonnamment assurée. « Monsieur Ryan, je connais un autre chemin. » Durant ces semaines d'exploration du manoir, Lily avait découvert des passages et des espaces que même Ryan ne connaissait pas. Derrière une bibliothèque dans la bibliothèque à l'étage se trouvait un étroit couloir de maintenance qui reliait les quartiers de service inutilisés datant de la construction originale de la maison. « C'est vraiment petit, chuchota-t-elle. Mais on peut s'y cacher jusqu'à ce que la police arrive. » Ayant une confiance totale en elle, Ryan suivit Lily à travers le passage secret. L'espace était exigu et poussiéreux, manifestement inutilisé depuis des décennies, mais invisible pour quiconque ne savait pas qu'il existait. Il pouvait entendre Marcus se déplacer dans la maison, vérifiant les pièces méthodiquement, devenant de plus en plus frustré. Un verre s'est brisé quelque part en bas, probablement un vase ou un cadre photo lancé avec colère. « Ils doivent être quelque part ici, » murmura-t-il, sa voix résonnant à travers les vieux murs. Les voitures étaient dans le garage. Les lumières de sécurité étaient allumées. Le bracelet électronique censé suivre Marcus ne l'avait apparemment pas empêché d'atteindre le manoir. Soit il avait trouvé un moyen de le désactiver, soit la tempête perturbait le signal. Pendant 20 minutes d'angoisse, ils attendirent dans l'espace étroit pendant que Marcus fouillait la maison. Lily resta remarquablement calme, ses instincts de survie aiguisés par des mois de cachette. Elle montra à Ryan comment se positionner pour éviter les planches qui grincent, comment contrôler sa respiration pour minimiser le bruit. « Tu es très courageuse », murmura Ryan, admirant cet enfant qui avait déjà survécu à plus de traumatismes que la plupart des adultes. « Grand-mère Rose disait toujours », répondit doucement Lily. « Avoir peur et être courageux ne sont pas des opposés. Tu peux être les deux en même temps. » Finalement, ils entendirent les sirènes approcher à travers la tempête. Des lumières rouges et bleues clignotaient à travers la petite fenêtre de la pièce cachée alors que les véhicules de police entouraient le manoir. La voix de Marcus devint désespérée. « Ce n'est pas fini. Vous m'entendez? Ce n'est pas fini. » Il y eut un fracas suivi de cris, puis le son distinct d'une lutte. Des palourds se déplaçaient dans la maison, cette fois accompagnés de radios de police et de voix autoritaires. « À l'étage, c'est clair », cria quelqu'un. « Suspect en garde à vue », annonça une autre voix. Lorsque la voix familière de la détective Peterson appela leur nom par l'interphone du manoir, Ryan et Lily émergèrent enfin de leur cachette. Ils trouvèrent Marcus menotté dans le hall principal, son bracelet électronique bien visible et toujours fonctionnel. « Comment a-t-il pu passer le périmètre de sécurité ?» demanda Ryan. L'expression de Peterson était sombre. « Il a profité de la montée des eaux liées à la tempête pour approcher par le côté de l'eau. Il est passé par votre accès privé à la plage pendant le pire du temps. Nous ne pensions pas que quelqu'un serait assez fou pour tenter ça dans ces conditions. Mais Marcus avait été exactement ce genre de fou. Assez désespéré pour tout risquer par vengeance contre une enfant de 6 ans qui avait simplement essayé de sauver la vie d'un homme innocent. Alors qu'ils emmenaient Marcus, cette fois avec des accusations supplémentaires, notamment intrusion, harcèlement et violation des conditions de sa libération sous caution, il se retourna vers Lily une dernière fois. « Tu aurais dû t'occuper de tes affaires, gamine, grogna-t-il. Certains secrets valent qu'on tue pour les protéger. » Ryan rapprocha Lily de lui, tous deux comprenant que si cette menace immédiate était passée, le traumatisme resterait, mais ils l'avaient affronté ensemble. Et d'une manière ou d'une autre, cela changeait tout. Le matin, la détective Peterson leur annonça que la caution de Marcus avait été définitivement annulée et qu'il ferait probablement face à des charges fédérales pour violation du bracelet électronique. Le danger immédiat était passé, mais pour l'instant, alors que les vents de la tempête hurlaient dehors et que les véhicules d'urgence s'éloignaient, Ryan et Lily s'assirent ensemble dans la bibliothèque, reconnaissant d'être vivants et en sécurité, comprenant plus clairement que jamais qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. 4 mois après cette nuit terrifiante dans le passage caché, Lily affronta son plus grand défi, témoigner au tribunal contre Rebecca et Marcus. Le palais de justice du comté de King se dressait comme une forteresse de marbre et de verre, son architecture imposante destinée à inspirer le respect de la justice. Mais pour une fillette de 7 ans, c'était plus une montagne à gravir. Ryan avait passé des semaines à la préparer pour ce moment,
travaillant avec des défenseurs des victimes et des psychologues pour enfants afin de s'assurer qu'elles comprennent ce qui allait se passer. Ils avaient répété dans des salles d'audience factices, joué des rôles avec des avocats bienveillants et discuté du fait que dire la vérité, même quand c'est effrayant, était la chose la plus importante qu'elles puissent faire. Souviens-toi, Lily, expliqua la procureure Amanda Chen lors de leur dernière séance de préparation. Tu dois juste raconter ce que tu as vu et entendu. Ne t'inquiète pas pour le reste. Monsieur Ryan sera là dans la salle d'audience et c'est moi qui poserai les questions. Mais savoir à quoi s'attendre et y faire réellement face étaient deux expériences complètement différentes. La salle d'audience était pleine à craquer de journalistes, d'observateurs juridiques et de spectateurs attirés par le caractère sensationnel de l'affaire. Rebecca était assise à la table des accusés, vêtue d'une robe bleue sobre et de boucles d'oreilles en perles, ressemblant parfaitement à une femme d'affaires respectable plutôt qu'à l'assassin calculatrice qu'elle avait prouvé être. Sa transformation était si complète que Lily dut regarder 2 fois pour reconnaître la femme qui avait saboté la voiture de Ryan. Marcus, poursuivi dans un procès séparé mais lié, devait témoigner plus tard dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Son avocat avait négocié une réduction des charges en échange de sa coopération complète, ce qui ajoutait une couche supplémentaire de complexité à une affaire déjà délicate. Lorsque le nom de Lily fut appelé, la salle d'audience se tut. Ryan serra sa main tandis qu'elle avançait vers le banc des témoins, sa petite silhouette paraissant minuscule au milieu de la solennité des lieux. Le huissier dut ajuster le micro à sa taille et la juge parla d'un ton doux qui semblait presque déplacé dans ce cadre austère. « Lily, comprends-tu que tu es ici pour dire la vérité sur ce que tu as vu et entendu ?» demanda la juge Margaret Thompson avec bienveillance. « Oui madame », répondit Lily d'une voix à peine audible malgré l'amplification du micro. La procureure Chen commença par des questions simples sur le passé de Lily, établissant comment elle avait fini par vivre dans le garage de Ryan. Les réponses de Lily étaient claires et honnêtes, décrivant la mort de sa grand-mère, sa peur de la famille d'accueil et sa recherche désespérée d'un abri pendant l'automne rigoureux de Seattle. « Et qu'as-tu entendu dans la nuit du 15 octobre ?» poursuivit Chen. La voix de Lily se fit plus assurée alors qu'elle relatait la conversation entre Rebecca et Marcus. La jolie dame a dit 50 millions de dollars quand Monsieur Ryan mourait. Elle a dit que la voiture allait s'écraser à ce virage effrayant et que ça passerait pour un accident. L'avocat de Rebecca, un homme bien habillé nommé Robert Mitchell, objecta fréquemment, arguant que le témoignage d'un enfant était peu fiable. Mais la juge Thompson rejeta la plupart des objections, notant que le récit de Lily avait été corroboré par des preuves matérielles et des images de vidéosurveillance. Le moment le plus difficile survint lorsque Mitchell contre-interrogea Lily, tentant de la troubler sur les dates et les heures, suggérant qu'elle avait pu mal comprendre ce qu'elle avait entendu. « N'est-il pas possible, Lily, que tu étais affamée et effrayée et que tu as peut-être imaginé certaines de ces conversations ?» demanda-t-il avec une douceur professionnelle teintée de condescendance. « Non monsieur », répondit fermement Lily. « Je sais ce que j'ai entendu. Il voulait faire du mal à monsieur Ryan et c'était mal. » Sa clarté morale simple trancha à travers la complexité juridique comme un couteau. À cet instant, tous dans la salle jurés, spectateurs, même l'équipe de la défense purent voir la vérité absolue dans son témoignage. Quand Mitchell suggéra que Lily avait pu inventer cette histoire pour attirer l'attention ou la sympathie, elle le regarda droit dans les yeux avec son sérieux et sa sagesse. « Je ne voulais pas que quelqu'un sache que j'étais là, » dit-elle doucement. « J'avais peur qu'il m'éloigne de monsieur Ryan, mais je ne pouvais pas laisser la jolie dame lui faire du mal. Ma grand-mère m'a appris que faire ce qui est juste est plus important que d'être en sécurité. » L'impact de ces mots se fit sentir dans toute la salle. Plusieurs jurés essuyèrent des larmes, et même la sténographe fit une pause dans sa transcription. Mais Rebecca n'avait pas dit son dernier mot. Lorsque l'accusation termina sa plaidoirie, elle prit une décision qui choqua tout le monde, y compris son propre avocat. Contre tous les conseils juridiques, elle insista pour monter à la barre pour sa propre défense. Ce qui suivit fut une performance révélant l'étendue réelle de son narcissisme et de sa manipulation. Plutôt que d'exprimer des remords ou de tenter de minimiser ses actes, Rebecca lança une justification amère de son crime. « Vous voulez connaître la vérité ?» dit-elle, son masque tombant enfin complètement. Ces hommes avaient tout sur un plateau d'argent, argent, succès, respect. Tandis que des femmes comme moi devaient se battre pour des miettes. James Morrison a hérité de sa fortune, David Chen a eu de la chance avec des actions technologiques, Ryan Wilson a construit son entreprise sur des idées qu'il a probablement volées à des gens plus intelligents. La salle d'audience écoutait en silence, stupéfaite, tandis qu'elle continuait son discours révélant une vision du monde tordu par le sentiment d'avoir droit à tout et par la rage.
Je leur ai donné ce qu'ils voulaient, une belle femme qui leur faisait sentir spéciaux. En retour, je méritais leur fortune. S'ils étaient trop confiants, trop naïfs pour se protéger, c'était leur faiblesse, pas mon crime. Son avocat tenta désespérément d'arrêter son témoignage, mais Rebecca était hors de contrôle. Des années de colère refoulée se déversaient en un torrent d'autojustification qui détruisit toute sympathie qu'aurait pu éprouver le jury. Et cette petite peste, ajouta-t-elle en pointant directement Lily, aurait dû s'occuper de ses affaires. Les enfants doivent être vus et non entendus, surtout les enfants sans abri qui n'ont pas le droit de s'immiscer dans les affaires des adultes. Le juge Thompson dut frapper son marteau pour rétablir l'ordre tandis que des murmures parcouraient la salle d'audience. Les poings de Ryan se serrèrent, ses instincts protecteurs hurlaient face à l'attaque de Rebecca contre Lily. Mais Lily resta calme, regardant Rebecca avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Elle est très en colère, chuchota-t-elle à Ryan après qu'ils eurent quitté le tribunal ce jour-là. Grand-mère Rose disait, les gens en colère sont souvent blessés parce que quelqu'un les a blessés en premier. Le jury délibéra moins de 3 heures. Rebecca fut reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, tentative de meurtre, fraude, complot et plusieurs autres infractions liées à ses crimes antérieurs. Le juge la condamna à 25 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle pendant 15 ans. Alors qu'on menait Rebecca en menottes, elle conserva son attitude défiante jusqu'au bout. « Ce n'est pas la justice », cria-t-elle. « C'est la persécution d'une femme qui a refusé d'être une victime. » Mais ces mots tombèrent dans l'oreille d'un sourd. La justice avait été rendue, non par la vengeance ou la haine, mais par le simple courage d'une petite fille qui choisit de faire ce qui était juste, même quand c'était terrifiant. Dehors, devant le tribunal, alors que les caméras crépitaient et que les journalistes hurlaient leurs questions, Ryan souleva Lily dans ses bras. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Lily hocha la tête puis sourit, le premier vrai sourire insouciant qu'il voyait depuis le début de cette épreuve. « On peut rentrer à la maison maintenant, monsieur Ryan ?» « Oui, » répondit-il, la voix chargée d'émotion. « Rentrons à la maison. » Un an après ce matin fatidique d'octobre où une petite fille désespérée était sortie d'un garage pour sauver la vie d'un inconnu, le manoir Wilson avait été transformé au-delà de toute reconnaissance. Là où se trouvaient autrefois des vitrines stériles destinées à impressionner les associés d'affaires, des espaces de vie chaleureux invitaient maintenant à la vraie vie. Le mobilier minimaliste qui dominait chaque pièce avait laissé place à des canapés confortables, parfaits pour lire des histoires au coucher. Les œuvres d'art de Lily couvraient le réfrigérateur, des dessins au crayon de personnages en bâtonnets étiquetés « Papa »,« Ryan » et « Lily », qui signifiaient plus pour lui que n'importe quel prix d'entreprise qu'il avait jamais reçu. La salle à manger formelle, auparavant utilisée uniquement pour recevoir des clients, accueillait maintenant des séances de devoirs, des compétitions de puzzle et des batailles de nourriture occasionnelles que Maria feignait de désapprouver tout en souriant secrètement. Mais le changement le plus dramatique était en Ryan lui-même. Le cadre ambitieux qui travaillait autrefois 16 heures par jour quittait maintenant le bureau à 17 heures précises, priorisant la pratique du football plutôt que les appels en conférence, les histoires au coucher plutôt que les rapports de gain. Son assistante s'était d'abord inquiétée de ce changement radical de priorité, mais les performances de Wilson Tech s'étaient en fait améliorées sous sa direction plus équilibrée. En fait, confia-t-il à son associé lors d'une rare séance stratégique nocturne, avoir quelque chose d'important en dehors du travail vous rend meilleur au travail, pas pire. La procédure judiciaire s'était enfin conclue avec une résolution satisfaisante. Rebecca avait écopé de 25 ans de prison fédérale tandis que Marcus, qui avait pleinement coopéré avec les procureurs, avait été condamné à 8 ans pour son rôle dans le complot. Ils purgeraient tous deux leur peine loin de Seattle, assurant ainsi la sécurité et la tranquillité d'esprit de Lily. Plus important encore, les démarches d'adoption avaient abouti à une conclusion joyeuse. Après des mois de visites à domicile, de vérification des antécédents et d'évaluation psychologique, la juge Patricia Williams avait signé les documents finaux faisant de Lily un membre officiel de la famille Wilson. C'est rare, avait commenté la juge lors de la cérémonie, de voir un cas aussi évident d'un enfant et d'un parent fait l'un pour l'autre. En ce matin anniversaire, exactement un an après que Lily ait traversé la pelouse en courant pour avertir au sujet de la jolie femme, Ryan avait prévu une célébration spéciale. Il trouva Lily dans le coin petit déjeuner, arrangeant soigneusement des paillettes arc-en-ciel sur des pancakes que Maria avait fait en forme de cœur. « Aujourd'hui est notre jour spécial », annonça Lily avec la solennité d'une enfant de 7 ans. « Le jour où je t'ai sauvé et où tu m'as sauvé », sourit Ryan, admirant sa capacité à voir leur relation comme un sauvetage mutuel plutôt qu'une simple charité unilatérale. En vérité,
Elle avait parfaitement raison. Lily l'avait sauvée de bien plus que du complot meurtrier de Rebecca. Elle l'avait sauvée d'une vie de succès solitaire, de relations construites sur la tromperie, de la victoire creuse d'avoir tout accompli sauf ce qui comptait vraiment. « J'ai quelque chose pour toi », dit Ryan en sortant une petite boîte emballée de derrière son dos. Les yeux de Lily s'agrandirent d'excitation tandis qu'elle retirait délicatement le ruban, une habileté qu'elle avait apprise de Ryan, qui croyait en la joie de savourer les moments spéciaux plutôt que de les précipiter. À l'intérieur se trouvait une petite clé dorée attachée à une chaîne délicate. « C'est pourquoi ?» demanda-t-elle en la tenant à la lumière du soleil matinal qui entrait par les fenêtres de la cuisine. « Viens voir », répondit Ryan mystérieusement, la guidant à travers les portes-fenêtres vers la terrasse arrière. Là, dans un coin du jardin où Lily s'était un jour cachée par peur, se dressait la plus magnifique cabane dans les arbres que Seattle ait jamais vue. Construite en cèdre et en verre, elle était assez grande pour 2 personnes mais conçue avec la sensibilité d'une enfant de 7 ans, complète avec une échelle de corde, un télescope pour espionner les écureuils et, surtout, une vue parfaite sur le garage où leur histoire avait commencé. « C'est à nous », souffla Lily, la voix remplie d'émerveillement. « C'est à nous », confirma Ryan. « Un endroit où nous pourrons toujours nous souvenir de la façon dont nous nous sommes trouvés. » Ils grimpèrent ensemble, Lily grimpant en tête avec l'agilité intrépide de l'enfance tandis que Ryan la suivait plus prudemment, s'habituant encore à l'idée que ces costumes coûteux étaient faits pour être portés, pas seulement pour être conservés. L'intérieur de la cabane était tout ce qu'un enfant pouvait imaginer, des bancs intégrés avec des coussins doux, des étagères pour les livres et trésors, et des fenêtres placées pour capter à la fois le lever et le coucher du soleil. Mais la caractéristique la plus spéciale se trouvait dans la fenêtre principale, une vue claire sur le garage où une petite fille effrayée s'était cachée jusqu'à ce que le courage l'oblige à se révéler. « D'ici, tu peux toujours voir d'où nous sommes partis, » expliqua Ryan en s'installant à côté de Lily sur le siège de la fenêtre. « Mais plus important encore, tu peux voir tous les endroits où nous pourrions aller. » Au-delà du garage, la vue embrassait la silhouette de Seattle, avec ses ferries et voiliers, et les montagnes qui s'élevaient comme des promesses à l'horizon. C'était un panorama d'infinies possibilités, une métaphore parfaite pour la vie qu'ils construisaient ensemble. « Monsieur Ryan », dit soudain Lily en utilisant la forme polie qu'elle n'avait jamais vraiment abandonnée malgré ses corrections douces. « Est-ce que tu penses que la jolie dame est désolée pour ce qu'elle a fait ?» La question le surprit. Même après tout, la capacité d'empathie de Lily restait intacte, une résilience remarquable qui parlait à la fois de l'influence de sa grand-mère et de sa propre bonté essentielle. « Je ne sais pas », répondit Ryan honnêtement. « Mais j'espère qu'un jour, elle trouvera un moyen de comprendre que blesser les gens ne résout jamais rien. » Ils s'assirent en silence confortable, regardant la ville s'éveiller autour d'eux. Des cors de fées résonnaient sur l'eau. Des mouettes s'appelaient depuis les toits. Et quelque part au loin, les rires d'enfants flottaient depuis un terrain de jeu voisin. « Je pensais avant, » dit lentement Ryan, « que le succès, c'était construire la plus grande entreprise, gagner le plus d'argent, impressionner le plus de gens. J'ai passé tellement d'années à me concentrer sur la réussite que j'ai oublié de construire une vie qui mérite d'être vécue. » Lily réfléchit à cela avec le sérieux qu'elle apportait à toutes les conversations importantes. Grand-mère Rose disait toujours que ce ne sont pas les choses qui rendent heureux, mais les gens, et que faire ce qui est juste te rend fier de toi-même, même si personne d'autre ne le sait. Cette sagesse toucha Ryan avec une force nouvelle. Rose Parker, qu'il n'avait jamais rencontrée, avait élevé une petite fille capable de tout risquer pour sauver un étranger. Ce genre de courage moral ne s'enseigne pas dans les écoles de commerce ni dans les séminaires d'entreprise. Il se cultive à travers l'amour, l'exemple et la profonde compréhension que le caractère compte plus que le confort. « Ta grand-mère avait l'air d'être une femme incroyable, » dit Ryan doucement. « Elle l'était, » acquiesça Lily. « Mais je pense qu'elle t'aurait aimé. Tu prends soin des gens. Tes employés, Maria, moi. Grand-mère disait toujours, c'est comme ça qu'on sait qu'une personne a un bon cœur. » Alors que le soleil du matin montait et réchauffait leur sanctuaire spécial, Ryan réfléchit au parcours inattendu qui les avait amenés à ce moment. Il y a 1 an, il préparait son mariage avec une femme qui voulait le tuer pour de l'argent. Aujourd'hui, il planifiait un avenir avec une fille qui lui avait sauvé la vie simplement parce que c'était la bonne chose à faire. L'ironie ne lui échappait pas. Il avait dépensé des millions en systèmes de sécurité, vérification d'antécédents et protection juridique. Mais son vrai salut était venu d'une fillette sans abri, qui n'avait que son courage et sa clarté morale. « Lily, » dit-il enfin, « il y a quelque chose que je veux que tu n'oublies jamais. Tu ne m'as pas seulement sauvé la vie ce jour-là, tu m'as donné une raison de la vivre.
Elle leva les yeux vers lui avec ses yeux sages et sérieux qui avaient vu trop de tristesse mais conservaient pourtant leur capacité de joie. Parfois, il faut perdre quelque chose pour gagner quelque chose de mieux, dit-elle avec la simplicité profonde que seuls les enfants possèdent. Ryan sourit, se souvenant qu'elle avait utilisé presque exactement ces mots 1 an plus tôt. Son manoir vide s'était rempli de rire. Son succès stérile s'était transformé en un but significatif. Son accomplissement solitaire était devenu une aventure partagée. Plus remarquablement encore, sa vie soigneusement contrôlée avait été merveilleusement bouleversée par la spontanéité, l'émerveillement et le chaos quotidien d'élever une enfant qui abordait chaque jour comme une nouvelle occasion de découverte. « Prête pour notre premier jour officiel en tant que famille Wilson ?» demanda-t-il en se levant et en lui tendant la main. Lily sauta sur ses pieds avec enthousiasme, déjà en train de planifier des aventures dans leur nouvelle cabane dans les arbres, déjà en train de penser aux possibilités de demain plutôt qu'aux peurs d'hier. « Prête ?» déclara-t-elle avec un sourire capable d'alimenter toute la ville. Et alors qu'ils descendaient de leur sanctuaire perché vers le jardin en contrebas, ils comprirent tous deux que, même si leur histoire avait commencé avec le danger et la tromperie, elle continuerait avec l'amour, les rires et ce lien indéfectible entre un homme qui avait appris que la famille valait plus que la fortune, et une petite fille qui avait découvert que le courage pouvait créer sa propre magie. Le garage restait inchangé sous la lumière du matin, témoin silencieux du miracle qui s'était déroulé entre ses murs. Mais tout le reste, leur cœur, leur maison, leurs espoirs pour l'avenir avaient été transformés par la simple reconnaissance que parfois, les membres les plus importants de la famille arrivent de la manière la plus inattendue. Au loin, les cloches de l'église sonnaient l'heure, et Ryan Wilson et sa fille Lily se dirigèrent à l'intérieur pour le petit déjeuner. Leurs ombres s'entrelacèrent sur le chemin comme les vies qui s'étaient trouvées contre toute attente et avaient choisi, malgré toutes les raisons d'avoir peur, de construire ensemble quelque chose de beau.